Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdo sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 8 mars 2021 et c'est l'épisode 266. La guerre en Ukraine continue et les actus sur le domaine de la tech à ce sujet continuent. On va notamment parler des blocages de services tech en Russie et de désinformation. D'ailleurs, dernier blocage récent en date au moment où on enregistre cet épisode, figurez-vous que les 850 restaurants McDonald's vont fermer leurs portes dans le pays de Vladimir Poutine. Et par ailleurs, les États-Unis là ont tout fraîchement déclaré ce soir un embargo sur le pétrole et le gaz russe. Je me rappelle quand je lisais Tintin au pays de l'or noir quand j'étais petit, ça avait comme ça une ambiance de guerre qui approchait et qui se déclenchait. J'ai l'impression de revivre ça dans des conditions un peu différentes aujourd'hui, beaucoup plus sérieuses évidemment que simplement au travers d'une bande dessinée. Bon, nous avons aussi d'autres infos et en particulier des infos dans le domaine du jeu vidéo et puis on va également vous toucher un mot des annonces de l'événement Apple qui vient de se dérouler. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je retrouve votre chroniqueur expert sur la tech, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Podjaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va mieux, j'ai l'impression que voilà, on a eu notre coup de massue avec le déclenchement de cette guerre. Alors non pas qu'elle soit résolue, très loin de là, mais bon, on en est plutôt à la gueule de bois en ce moment qui va durer encore quelques semaines, je pense, au minimum. On sera là évidemment pour continuer à vous relayer tout ça, évidemment sous l'angle tech. Mais avant d'aller plus loin, je dois absolument vous rappeler que notre travail est rémunéré par les auditeurs les plus engagés de Tech Café. On met à disposition une page Patreon pour venir contribuer financièrement avec des montants, je pense, assez dérisoires en fait pour chaque mise en ligne d'un nouvel épisode. Alors si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez vous assurer d'une part de l'indépendance du contenu diffusé mais aussi de la régularité de Tech Café, vous assurez que dans une semaine, un mois, un an et même plus, le podcast restera dispo. Venez nous soutenir sur l'adresse patreon.com/techcafé. L'inscription ne prend vraiment que quelques minutes, je vous demande de me croire. D'ailleurs, je vous invite même à tester pour vérifier si c'est vrai. Merci par avance de venir donc l'envisager sur patreon.com/techcafé. Et merci tout particulièrement d'ailleurs à Arnaud qui a renouvelé son engagement et également à Antoine Pointeau, Pierre Rabler, Gazou, Lilian Jouffroy et Kurgans qui ont décidé de soutenir l'émission. Donc sur patreon.com/techcafé. On a un avis Apple Podcast, Guillaume, toujours les petits avis qui font plaisir. Cette fois-ci, c'est Jean Sébi qui a écrit joindre l'utile à l'agréable. Tiens-toi bien, c'est une belle histoire. Il dit après une reconversion dans le domaine du digital, Tech Café est un vrai bonheur. En plus de rendre mon temps dans les transports plus agréable, toutes les infos et explications claires m'ont permis d'apprendre et comprendre beaucoup de choses passionnantes et de gagner en crédibilité au milieu de mes nouveaux collègues. Écoute Jean, vraiment ça fait très très plaisir parce que je crois que c'est vraiment notre axe qu'on veut développer plus que jamais avec Tech Café comme l'ensemble des podcasts, c'est divertir et informer. Et je crois que du coup tu illustres le fait qu'on y arrive pas trop mal. Sans autre forme de procès, on va vous parler pour commencer avec une petite rubrique à chaud de quelques annonces Apple qui ont été dévoilées dans le cadre de l'événement, donc aujourd'hui le 8 mars. Alors on va passer sur les choses qui sont pas forcément captivantes et qui sont pas non plus complètement révolutionnaires, notamment le fait qu'ils enfoncent le clou dans Apple TV+. Alors on a l'impression quand même qu'ils essayent de faire émerger ce service face aux concurrents qui sont quand même des mastodontes. Alors ils nous rappellent évidemment les contenus qui sont dispo, qui seront dispo, des contenus qui sont primés, clairement ils misent sur la qualité. L'iPhone, attention, tenez-vous bien, c'est probablement l'info qu'attendait Guillaume Podjaspala pour s'acheter un iPhone, une nouvelle couleur, le vert est dispo pour le 13 et 13 Pro. Il propose aussi Apple une nouvelle version de l'iPhone SE qui est fidèle un petit peu à cette conception de à l'extérieur vous avez l'impression qu'il est vieux mais à l'intérieur c'est la dernière puce disponible qui est intégrée. Là c'est l'A15 Bionic qui est donc la puce qui est présente sur l'iPhone 13 qui est donc dans la dernière version de l'iPhone SE avec tous les avantages qu'on peut imaginer en matière de performance, en matière d'économie de consommation, mais toujours avec cet écran de 4,7 pouces, à vous de voir si c'est un écran et un format de smartphone qui vous convient en 2002. Derrière, il y a toute la connectivité qui va bien avec la 5G notamment, un seul objectif photo et un prix. Alors c'est $429 annoncé, je sais pas à combien il est dispo en Europe et en France en particulièrement en euros avec les taxes. Ça c'est le prix hors taxe américain. iPad Air passe au M1, là aussi un changement sur la puce, donc la puce qui est présente sur l'iPad Pro qui arrive
arrive maintenant sur la nouvelle version de l'iPad Air, qui est donc compatible 5G, avec un USB-C 2 fois plus rapide, qui rappelle d'ailleurs le boulet que continue à se traîner l'iPhone avec le port Lightning, compatible Smart Keyboard, Apple Pencil 2, donc voilà, plus rapide, un peu le même design, mais toujours bien d'avoir un peu de refresh. Et puis, c'était probablement le cœur des annonces d'aujourd'hui. Après la puce M1, la puce M1 Pro, la puce M1 Max, voici M1 Ultra, qui a une vraie particularité, puisque donc c'est Johnny Srougill, qui est le patron des processeurs chez Apple, qui a, alors, je sais pas si c'est du storytelling ou si c'est une véritable annonce, mais en tout cas, il a révélé que les M1 Max étaient dotés d'un connecteur à propos duquel Apple n'aurait rien dit jusque-là. Donc c'est une connexion qui permet de faire donc de rattacher deux M1 Max die à die. Donc en gros d'avoir un processeur qui cumule 114 milliards de transistors, un CPU 20 cœurs, 16 cœurs performants et 4 cœurs basse consommation, un GPU de 64 cœurs. Donc voilà, des performances incroyables grâce à cette botte secrète de ce M1 Ultra qui nous promet des performances complètement incroyables. Avant de te faire réagir sur ce processeur, évidemment, il ne pouvait pas ne pas nous proposer un Mac qui exploite cette nouvelle puce. Et ce sera le Mac Studio qui est disponible avec la puce M1 Max et la nouvelle puce M1 Ultra avec des prix, j'allais dire stratosphériques, mais probablement à la hauteur des performances qu'on peut en attendre. 2299 € avec la version M1 Max et 4599 € pour la version M1 Ultra. En gros, considérez que ce sont des grosses machines pro, mais très très compactes avec beaucoup de connectivité qui ont l'air finalement assez intelligentes si on accepte le fait d'avoir une machine qui soit pas évolutive, qu'on puisse pas ouvrir et faire évoluer comme on le souhaite, mais vous connaissez la philosophie d'Apple à ce sujet. Petit clou du spectacle avec le Studio Display qui est l'écran de ouf que Apple propose désormais en accompagnement sur ses appareils, qui au passage s'incline de 30 degrés, mais si vous voulez l'incliner de plus de 30 degrés verticalement, il faut rajouter un accessoire à 460 €. On attendait la petite coquille Apple tarifaire, c'est celle donc de cet accessoire sur cette conférence. Guillaume, ce M1 Ultra, t'as vu quelques éléments passer, j'imagine, dans ta veille. C'est un sujet que tu pouvais pas totalement laisser passer. Est-ce que t'as quelques éléments à nous compléter à ce sujet? Ouais, j'ai vu passer, donc, alors évidemment, c'était performance d'abord, c'était un truc qui était axé performance. Donc là, oui, ils ont dévoilé leur Mac Studio dans lequel il y a le M1 Ultra. Comme oui, tu l'as dit, c'est un double M1 Max. Alors c'est un double M1 Max avec ce qu'ils appellent l'interconnexion Ultra Fusion. Donc eux, ils appellent ça Ultra Fusion. Je sais pas, parce que moi j'ai pas vu en longueur la conférence, je suppose qu'ils ont raconté que c'était un truc inédit, que ça s'était jamais fait, qu'ils avaient inventé un truc de fou furieux, c'est ça, non? Il laisse s'entendre ça, évidemment personne n'était, je pense, dupe quand on connaît un peu la techno, mais bon, je voulais justement ton avis précisément sur ce sujet, parce que je parlais tout à l'heure de storytelling, ça donne vraiment cette impression. Mais... Non, c'est absolument pas nouveau, en fait c'est une sorte de standard de l'industrie qui est en train d'arriver, puis si tu veux, faire des puces double die, c'est un truc qui existe depuis le Core 2 Quad. Souvenez-vous, les Core 2 Duo, c'était des processeurs double cœur à l'époque, c'était donc le Core 2 Duo, c'était quoi? C'était avant 2010, je pense. Donc ces trucs-là, donc c'était des processeurs double cœur, et donc Intel, pour faire une version super puissante, il avait fait un Core 2 Quad. En fait, ce Core 2 Quad, c'était un truc double die. Il y avait deux die de Core 2 Duo, comme ça faisait 4 cœurs. Donc si tu veux réunir les die comme ça, c'est pas d'hier. Intel a une autre technologie qui s'appelle EMIB, qui donc est exactement ça, c'est-à-dire c'est une interconnexion. EMIB, c'est un protocole d'interconnexion inter-die, donc ça veut dire que c'est pour rajouter des die, et ça en fait faire des puces Lego, c'est-à-dire des puces modulaires où tu fabriques donc des modules que tu ensuite mets les uns à côté des autres et que tu interconnectes pour faire la puce complète. Ça c'est un truc, c'est la technologie chiplet, c'est un truc que AMD exploite déjà de manière active dans ses Ryzen, et c'est aussi quelque chose que Intel va exploiter très bientôt dans ses Xeon, et qui va devenir un standard de l'industrie. On en reparlera probablement plus en détail dans l'épisode week-end, puisqu'il y a un truc là-dessus. Bon, donc tout ça pour dire que non, prendre deux die et les coller avec une interconnexion ultra rapide, c'est pas nouveau. Cela n'enlève rien au fait que le M1 Ultra est probablement un processeur extrêmement puissant,
Ils disent, eux, que c'est un truc qui va battre donc un processeur 16 cœurs. Et par processeur 16 cœurs, je suppose que leurs canons sont tournés vers le Core i9 12900K, qui est donc un 16 cœurs en 8 cœurs power, le 8 cœurs puissant et 8 cœurs économe. Et que, effectivement, même si je connais pas la fréquence du M1 Ultra, ça m'étonnerait pas qu'effectivement on soit un peu au-dessus, parce que tout simplement sur les 20 cœurs il y a 16 cœurs de performance chez Apple, alors qu'il y a que 8 cœurs de performance chez Intel, même si les cœurs économes sont quand même pas si mauvais que ça, mais bon, je suppose qu'effectivement je peux les croire quand ils disent que c'est au moins équivalent, au moins fort supérieur au Core i9 de 12e génération. Et avec probablement une efficacité énergétique. Et pour ce qui est d'une efficacité énergétique, comme c'est la même que celle du M1 Max, c'est clair qu'elle sera excellente. Donc oui, ça, je pense que ce sera un très 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 bon processeur, effectivement comparable ou plus puissant à Alder Lake et en beaucoup moins, enfin qui consommera beaucoup moins. Et pour ce qui est du GPU, en fait, il faut voir que Apple a beaucoup dit que le M1 Max était équivalent à une 3080. Apparemment, c'est pas vrai. Les tests sous Blender, là, bon, je sais que c'est voilà, Cycles, donc c'est un moteur de rendu Blender qui utilise le GPU pour faire des rendus de très haute qualité. Et bon, c'est clair que si tu compares le temps de rendu de la même scène sous Blender sur M1 Max et sur 3080, c'est le jour et la nuit, hein, en faveur de la 3080. Et les jeux apparemment aussi sont pas au niveau, même si c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, bon. Donc, cela dit, c'était déjà très impressionnant parce que le Max consomme très peu d'énergie en fait, hein, et donc les MacBook en M1 Max, ils étaient capables d'utiliser la totalité de leur puissance même sur batterie, ce que les RTX 80 ne savent pas faire en version mobile par exemple. Donc c'était déjà très impressionnant. Donc là, comme un M1 Ultra c'est 2 fois un M1 Max, on va avoir 2 fois la puissance qu'on avait sur le M1 Max. Le M1 Max ayant une puissance qui est sans doute concrètement un peu supérieure à celle d'une 3050 Ti, voire d'une 3060, et si tu doubles, là par contre, on doit être vraiment pas loin d'une 3080 en brut, quoi. Ce qui veut dire qu'ils ont probablement raison en disant que ce truc est comparable au plus haut de gamme actuel. Même si je suis pas sûr qu'elle atteigne une 3090, mais en tous les cas, donc on se rapproche vraiment du truc. Donc c'est un processeur à mon avis très puissant et qui aura la performance énergétique et l'efficacité énergétique du M1 Max, c'est-à-dire qu'il sera vraiment très très impressionnant de ce côté-là aussi. Donc c'est probablement une puce vraiment vraiment très très cool à utiliser. À mon avis, ce sera super, hein. Je pense que ceux qui auront la chance de l'utiliser seront très contents. Après, le bémol, moi, que je vois un petit peu, quand même, c'est qu'il faut garder à l'esprit le prix. Parce que si on regarde un Core i9 12900K, c'est 600 balles. Le processeur, hein. Bon. Si tu regardes une 3080, le prix, alors évidemment, c'est encore une fois difficile parce que 3080 avec la pénurie, c'est difficile à trouver à moins de 2000 balles, j'imagine, même si j'ai pas regardé depuis longtemps. Mais le prix recommandé d'une 3080, c'était, il me semble, quelque chose comme $700. Donc en gros, on va dire que l'ensemble Core i9 plus RTX 3080, ça te revient quoi, 600 plus 700, c'est à $1300. Bon, ok. Maintenant, le M1 Ultra, qui est aussi un GPU plus une CPU plus un GPU, si tu veux la version du Mac Studio qui contient le M1 Ultra, ça part à 4000 balles, il me semble, non ? C'est 4599 € pour la version M1 Ultra, effectivement. Bien. Alors, et certes, il y a beaucoup de sport, certes, c'est joli, mais est-ce que ça vaut la différence ? Comment dire ? Voilà, donc, tu vois, le M1 Ultra, il y a quoi ? Il doit y avoir 1 Tera de SSD, il doit y avoir 64 Go de RAM. C'est bien, tout ça. J'ai même pas regardé ces détails. Mais ça coûte cher, mais si tu veux, c'est clair que le gros du prix vient du processeur, quand même, là. Hein. C'est ça qui coûte le plus cher dans la boîte, hein, et ça, à mon avis, c'est clair et net. Et donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si tu enlèves 1000 balles de matos, il te reste quoi ? Même 1500 balles de matos, il te reste 3000 balles de puce. C'est ça qu'en fait, ça veut dire. Hein. Payer sa puce 3000 balles contre 1300 balles, ou même 1500 balles, il faut voir aussi, tu vois. Donc, oui, à mon avis, ça sera super, mais c'est pas cadeau. Le M1 Ultra 1, c'est une grosse puce qui est quand même assez chère. Alors, c'est sûr qu'elle consommera beaucoup moins d'énergie pour le même boulot. Et ça, c'est super. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Après, on parle d'une machine fixe. Donc, en pratique, on s'en contrefou. Tu vois, c'est pas très, très intéressant. Mais bon, même si écologiquement, c'est très cool, tu vois.
Mais faut quand même peser le pour et le contre, quoi. Le tarif auquel il est proposé, le M1 Ultra, dans le Mac Studio haut de gamme, là, il est quand même pas cadeau, parce que sinon, vous avez un M1 Max standard, hein, à 2000 balles, c'est ça? C'est un M1 Max, effectivement, pour 2299 €, voilà. Et 4599 avec un M1 Ultra. Il y a des différences sur la mémoire. La version 2299 est en 32 Go et la version premium est à 64 Go, configurable en 128 Go de mémoire quand même. Et le stockage part à 512 Go pour la première version et 1 Tera de SSD pour la version. 1 Tera de SSD, ça coûte pas 2000 balles, hein. On est d'accord. Voilà. Mais je pense qu'en plus, alors il y a ce point, il reste aussi un point important, c'est attention, est-ce que vous avez vraiment besoin de ces appareils-là? Quand on parle de grosses performances de PC aujourd'hui, on parle aussi des performances, alors certes dans certains usages bien spécifiques, mais aussi en matière de jeux. On sait que macOS c'est pas forcément la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir faire tourner les jeux de vos rêves. J'ai vu passer pas mal d'avis qui disent aujourd'hui quand tu as des M1 qui en ont sous la pédale, tu peux faire de la virtualisation PC pour faire tourner des jeux, mais est-ce qu'on rentre dans une mécanique qui a beaucoup de sens? Est-ce que finalement si tu fais ça, on a besoin de tout ça? Voilà. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont fait pour tester le M1 Max comparé à la RTX 3080 dans la plupart des cas, puisque les jeux sont pas forcément sur les deux plateformes. Et en général, on avait 2 fois moins de performance pour un M1 Max que pour une RTX 3080 portable. Donc via la virtualisation. Donc il y a toujours un petit peu ce truc-là, même si les shaders, à mon avis, ils fonctionnent à peu près pareil. Mais bon, après, il y a aussi des questions d'optimisation, puisque sur Mac, c'est Metal, alors que sur les autres, c'est Vulkan ou DirectX. Donc c'est vrai que du coup, c'est un peu difficile de comparer. Donc c'est possible. Mais c'est vrai qu'il faut passer par la virtualisation et que jusqu'à présent, le M1 Max avait des performances qui étaient très correctes, hein, mais même excellentes, il faut le dire, hein, pour une carte intégrée. Par contre, en puissance brutale, si tu veux vraiment jouer à des jeux AAA au max et fluide, ça reste quand même la RTX 80 qui est sous Windows aussi évidemment en natif, quoi, qui reste le meilleur choix. À moins que vous soyez une exception, si vous voulez un Mac pour faire tourner macOS et ce qui va bien avec de manière très confortable, le Mac Mini est déjà probablement une bonne option. Par contre, il faut le brancher. Par contre, il faut le brancher, parce que là, c'est encore une fois, n'importe quel PC de joueur sous Windows, vous le débranchez, les performances s'effondrent. Ce qui n'est pas le cas sur un Mac Pro, et ce qui est remarquable, vraiment. Ouais, ça c'est un point important effectivement. Donc exemplaire sur l'efficacité énergétique. Donc en tout cas, si vous êtes une exception qui avait besoin de beaucoup de ressources et que vous êtes en attente de macOS, probablement que ce sera des super appareils pour vous. Il y a fort à parier que si vous avez des besoins du commun des mortels et même des communs des mortels qui sont exigeants avec macOS, vous aurez probablement matière à vous contenter avec les M1 qui restent des très bons processeurs. Et sinon, n'oubliez pas qu'il existe des PC. Voilà. Non, mais bon, je vais encore me faire taper probablement, hein, mais je m'en fous. Je suis là pour faire en sorte que ce soit pas le cas. Enfin, de toute façon, je te protégerai. C'est clair et net, si tu veux, que ce sont des très belles machines et que ce sera probablement une des machines les plus, un des PC, un des ordinateurs les plus puissants que vous pouvez obtenir. Mais il n'y a pas de miracle. Ça se paye quand même vraiment très cher, quoi, le premium. Hein. On est d'accord. Bon, en tout cas, on vous a fait ce petit relais. Je pense qu'il n'y a pas non plus matière à dire que ça va faire date. Enfin, en tout cas, ça bouleverse pas des acquis de connaissances qu'on pouvait avoir jusque-là. C'est des très bons processeurs avec des efficacités énergétiques remarquables. Beaucoup de choses qui sont choquantes, notamment le prix des écrans et le prix des accessoires qui vont avec. Bon, l'écran, ils ont fait des pire, roulettes hein. des Mac Pro. Oui, effectivement, ils ont fait pire. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est du Apple et je pense que tout le monde s'y retrouvera. Et ne voyez pas de connotation négative de ma part. C'est juste un constat qui vise à dire qu'il n'y a pas de révolution là-dedans. On va passer à une autre rubrique beaucoup plus traditionnelle dans ce qu'on a l'habitude d'aborder maintenant dans Tech Café, à regret probablement, mais on retourne sur le théâtre de la guerre en Ukraine qu'on a déjà bien abordé dans l'épisode de la semaine dernière et qui continue, et ça continue notamment sous l'angle de la tech avec du blocage et du blocage, Guillaume. Ouais, ça bloque littéralement de tous les côtés, hein. Déjà avec des problèmes d'approvisionnement de certaines pièces, hein, comme pour Porsche ou BMW qui stoppent la production ou juste en se retirant de Russie, comme Honda et comme pas mal aussi de marques de luxe comme Rolls-Royce ou Aston Martin ou Bentley.
Et donc, côté tech, il y a toujours un énorme volet tech. Alors, côté tech, 2 semaines après le début du conflit, il y a à peu près toutes les boîtes qui se retirent, qui coupent leurs services de Russie. Alors, pêle-mêle, de manière non exhaustive, ça va encore évoluer, bien sûr, mais on a évidemment Samsung, Apple, Oracle, on a Microsoft, qui ne vont plus rien en Russie, ni service, ni logiciel, ni appareil, ni Xbox. D'ailleurs, on peut rajouter qu'Epic, Activision, Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two, CD Projekt et donc GOG, entre autres, ont cessé de vendre en Russie. Sony a retiré Gran Turismo 7 de son store là-bas. D'une certaine manière, le vœu du vice-premier ministre, Fedorov a été exaucé, puisqu'il voulait qu'il n'y ait plus de possibilité de jouer en Russie. Bon, Sony et Disney et Warner aussi d'ailleurs ont cessé de sortir de nouveaux films en Russie. Netflix coupe tout simplement tous ses services, tout comme Deezer d'ailleurs. Spotify lui a fermé son bureau en Russie et retiré les contenus RT et Sputnik, mais bon, pour le moment, il semble rester actif. Alors Netflix, il n'est pas très populaire en Russie, donc voilà. Par contre, moins anecdotique, PayPal, Visa et Mastercard ont aussi suspendu leurs services. C'est encore un coup dur pour les Russes qui veulent voyager. En Russie même, par contre, ça devrait continuer à fonctionner normalement parce que ça tourne sur un système national, en fait. C'est-à-dire, en gros, les serveurs, puisqu'ils sont sur place, ils tourneront toujours. Pour le reste, ils réfléchissent à adopter le système chinois, UnionPay. Et bon, il y a encore évidemment bien d'autres trucs, Airbnb, puis évidemment Intel, AMD et tous les autres acteurs du semi-conducteur occidental, en gros. Et sur le fond des cryptos, parce qu'on en a touché 2 mois la dernière fois, il y a Christine Lagarde et Bruno Le Maire qui ont annoncé qu'ils voulaient un cadre réglementaire strict pour éviter le contournement des sanctions. Des sénateurs américains aussi d'ailleurs, ils ont appelé Janet Yellen à clarifier la situation pour les plateformes. Pas plus d'infos pour le moment, mais bon, il y a une boîte comme Infura qui gère, Infura, ça gère les nœuds et les accès de la blockchain Ethereum et des prestataires, comme MetaMask par exemple. Donc Infura a déjà coupé l'accès d'une volée d'IP, trop même, puisqu'il y a des Vénézuéliens qui ont été coupés par erreur. Alors Infura a confirmé qu'il s'agissait de se mettre en conformité avec la loi internationale, donc Infura est géré par Consensus, qui est basé à New York. Et il y a Coinbase aussi d'ailleurs, qui a bloqué les wallets de 25 000 comptes liés à la Russie. Alors pour d'autres grands noms, ça pourrait être pas aussi facile, parce que bon, comme avec FTX, qui est basé aux Bahamas, ou Binance, où est Binance d'ailleurs ? J'en sais rien, parce qu'en 2017, ils auraient été enregistrés aux îles Caïmans. Il y a une enquête de Decrypt.co qui indique qu'ils seraient allés ensuite aux Seychelles, puis au Japon, puis Malte. Mais en fait, non. Le Wikipédia en anglais fait toujours état d'une boîte qui est domiciliée aux Caïmans. L'an dernier, les îles Caïmans ont démenti qu'ils étaient enregistrés là-bas. J'y comprends rien, voilà. Et je souhaite bien du plaisir aux régulateurs qui vont mettre les doigts là-dedans. Mais bon, voilà, en tous les cas, il y a aussi des apps qui se retirent. Parmi elles, il y a TikTok qui le fait pour des raisons un peu différentes. C'est des raisons de sécurité, parce que la plateforme est très utilisée pour partager des vidéos du conflit. Or, en Russie, il y a une opération de fermeture et de contrôle de médias qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, jamais, même en ce qui me concerne ma petite vie. Toute diffusion de fake news, comme ils disent, sur l'opération militaire spéciale en Ukraine, peut désormais officiellement valoir 15 ans de prison. Et dans ces conditions, TikTok, donc sur lequel passent des trucs qui sont donc considérés comme des fake news et qui donc peuvent amener des gens en prison, ne voit pas d'autre choix que de couper les vidéos live et les nouveaux contenus. Mais là, ça reste fonctionnel sinon. Alors, TikTok est chinois. Est-ce que ça le sauvera d'un bannissement total du Roskomnadzor, parce que Facebook, Twitter, l'App Store et autres sont coupés en Russie, ça y est, Wikipédia est sous pression pour ses articles sur l'Ukraine, évidemment. Et donc le peuple russe est de plus en plus isolé informationnellement, et ça c'est grave. De ce point de vue, on peut s'interroger d'ailleurs sur la position de Cogent Communication. Donc Cogent ou Cogent, d'ailleurs je sais pas trop comment ça se dit, ils opèrent une dorsale internet en Russie. C'est-à-dire que c'est un des quelques très gros tuyaux qui relient le pays au reste du réseau internet. Donc pour cause de sanctions économiques et de cybersécurité, selon ce qu'ils écrivent à leurs clients là-bas, Cogent résilie les contrats en Russie. Alors ce qui est sûr, c'est que, évidemment, Cogent il véhicule massivement la propagande du gouvernement, qui hurle à tout le monde que tout le monde ment, sauf le Kremlin, bien sûr, et que ces tuyaux aussi pourraient servir à des cyberattaques, c'est vrai, mais de l'autre côté, c'est vital que le peuple russe puisse avoir accès à d'autres sources d'infos. Les laisser en vase clos, c'est catastrophique. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'Akamai et Cloudflare ont déclaré ne pas vouloir se retirer de Russie, bien qu'ils désapprouvent la guerre, et qu'ils l'ont dit explicitement. Donc, il reste d'autres voies qui permettent encore à l'heure actuelle aux Russes de se connecter au reste du monde, mais avec cette dorsale en moins, c'est déjà plus lent. Ça rend la recherche d'informations encore un petit peu plus pénible. Alors il n'a pas de mauvaises intentions, il ne fait pas méchamment, mais c'est vrai que son départ isole encore un peu plus le pays, ça fragilise encore un peu plus le lien entre la Russie et l'Occident, et au bout d'un moment, je pense que c'est contre-productif.
Ouais, je pense que c'est important d'un point de vue comme ça extérieur et sans avoir la possibilité évidemment de se forger une opinion. Il me semble quand même important de laisser la possibilité à la population russe d'accéder à l'information le plus possible. Déjà qu'ils sont complètement verrouillés, et à la fois culturellement probablement et politiquement et dans les actions de coercition qui sont faites par le gouvernement russe. Si en plus ils ont des volontés d'aller contredire l'information, d'aller trouver d'autres sources d'infos et qu'on leur facilite pas la tâche, ça peut être compliqué. Il y a d'ailleurs une ruée vers les VPN qui a été mesurée, vers les applications de VPN. A priori, évidemment, il y a un pic énorme de plus 1270% selon ce qu'on mesure exactement comme application, en tout cas sur l'App Store et Google Play. Donc j'imagine évidemment que c'est assez, c'est assez limité. Ça me fait un peu peur parce que la Russie avait passé des législations sur les VPN. Il avait viré les plus gros et je crois qu'ils sont très encadrés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais, effectivement. Bah, en tout cas, je pense que ce chiffre nous permet de mesurer à quel point une partie de la population russe, au moins, a une vraie volonté de ne pas être coupée de l'info et a probablement fortement conscience, et c'est bien logique, de la limite qui leur est imposée par le gouvernement sur l'accès à l'information. Et effectivement, il faudrait pas aller trop loin. Bon, évidemment, c'est notre regard d'observateur français bien à l'abri de tout problème qui dit ça, mais bon. La propagande s'intensifie en tout cas, hein, Guillaume, ça c'est clair en Russie. Ouais, mais la situation est grave, hein. Enfin, c'est peut-être du jamais vu. Enfin, je dis, en tout cas, moi, j'ai pas de souvenir d'un niveau de désinformation aussi grave, aussi profond et aussi massif, quoi. C'est aussi soudain peut-être aussi. C'est peut-être ça, parce que on a beaucoup parlé déjà de ce qui se passe en Chine. Oui, voilà. En Russie, en Chine, il y en avait déjà beaucoup, quoi. Mais là, c'est parti en sucette. Il y a un article glaçant du New York Times, d'ailleurs, qui l'illustre à merveille. Alors, il est dans les notes de l'émission, dans une des mots, il y a tellement de liens que j'ai parfois du mal à trouver assez de mots pour mettre les liens. Mais bon. T'en rajoutes, hein. Je sais que, oui, j'en rajoute au fur et à mesure. Et donc, le lien est potentiellement derrière un paywall, d'ailleurs. Alors, je sais pas trop s'il y a une limite ou quoi, parce que moi, j'ai pu le lire sans problème via la newsletter Pocket, mais après, j'y suis plus arrivé. Bah bon, si jamais vous n'y avez pas accès, je devrais pas le dire, parce que c'est pas bien, c'est pas sympa, mais bon. Si vous n'y avez pas accès, vous cliquez dessus, vous avez le truc là, le truc pour payer. Bon, vous cliquez sur le texte, là vous faites clic sur le texte, vous faites CTRL A, CTRL C, et si vous collez le tout dans un bloc-notes, en fait vous avez le texte complet de l'article. Bon voilà, c'est pas bien. On peut utiliser le mode lecteur aussi des navigateurs. Parfois, qui permet de s'affranchir de la mise en page. Ouais. Donc c'est pas bien, j'encourage évidemment à soutenir le journalisme, mais bon, c'est une situation un peu exceptionnelle quand même. Enfin, un peu exceptionnelle. Donc l'article... On pourrait se demander dans quelle mesure est-ce qu'ils auraient pas intérêt aussi sur certains articles phares dans le jeu de société énormes tels que ceux-là, de justement exclure les paywalls sur ce type d'article, ce qui valoriserait en plus leur travail et ce qui peut-être amènerait plus de monde à s'abonner. Bref, parenthèse terminée sur le modèle économique. Vraiment, en tous les cas, voilà, l'article décrit que des Russes, donc qui vivent en Russie, non seulement n'ont pas conscience de ce que vivent leurs parents en Ukraine, mais ne les croient pas quand ils leur racontent. Il y a quand même, je crois, 11 millions de Russes qui ont des parents en Ukraine. Donc il y a par exemple ce père qui appelle pas son fils, qui est en Ukraine, parce que pour lui, il n'y a pas de guerre. C'est juste une opération spéciale, très ciblée, contre le gouvernement. Et quand son fils lui raconte qu'il est en train d'essayer de faire évacuer sa femme et son fils, son père le croit pas. Il commence à essayer de lui expliquer ce qui se passe dans son propre pays, à son fils, qui chasse les nazis. Et voilà, que les soldats russes, ils aident les Ukrainiens, ils leur donnent des couvertures, tout ça. Il y a une femme qui s'est vue souhaiter un bon anniversaire par texto le 25 février par sa sœur, en Russie. Comme si de rien n'était, 25 février. Quand elle leur a écrit que elle et son père se cachaient dans un abri pour échapper au bombardement, ils l'ont pas cru. Personne ne bombarde Kiev, ça c'est des nazis, il faut avoir peur, pas des Russes. Elle leur a envoyé des photos pourtant, des news, mais il n'y a rien à faire. Quand tu envoies des photos, c'est de la désinformation des Occidentaux. Donc on en est là, une femme de 60 ans qui fuit les missiles et qui se fait dire par sa sœur en Russie de pas s'inquiéter, que les civils n'ont rien à craindre. Là, c'est plus des faits alternatifs, hein. C'est une réalité alternative. Là, il n'y a pas besoin de métavers, il suffit de regarder la télé, parce que beaucoup de Russes n'ont pas Internet en plus. Il faut voir ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de Russes qui savent que la télé et la radio. Ou bien, ils ont Internet, mais ils ne le maîtrisent pas assez bien pour aller au-delà des trucs évidents et pour aller au-delà du contrôle du Kremlin. Et donc, au fur et à mesure, les gens deviennent convaincus. Et quand on ne pourra plus cacher qu'une guerre a lieu parce que les cercueils vont finir par revenir, et quand les cercueils reviennent en très grand nombre, c'est difficile à cacher, une autre histoire prendra le relais.
Et c'est déjà en cours. Nous avons provoqué cette guerre. C'est nous, les Occidentaux, qui nous délectons de voir des frères s'entretuer. Nous faisons ça pour les affaiblir, pour accroître nos profits. Et encore une couche, les Américains auraient caché des armes chimiques en Ukraine. C'est ça la dernière trouvaille des trucs du Kremlin. Pourquoi faire ? J'ose pas imaginer. Et le pire de tout, c'est qu'il n'y a pas que les Russes. Il y a aussi en Chine. Il y a un autre article du New York Times donc, qui décrit comment la Chine a complètement lâché la bride à RT et Sputnik sur leur territoire. Médiatiquement, la Chine est alignée sur la Russie. Complètement. Tout y est relayé sans aucune vérification. Sur Weibo, le sentiment est massivement pro-Poutine. C'est assez normal, puisque tout sentiment pro-ukrainien y est assimilé à un sentiment pro-américain ou pro-occidental, et donc est rapidement éliminé. Donc, la Chine, elle est quasi en vase clos aussi. Il n'y a ni Google, ni Twitter, ni YouTube, ni Wikipédia. Et il y a une pelletée de sites d'infos aussi qui ils sont persona non grata, mais pas Russia Today. La Chine est officiellement ambiguë, voire embarrassée. Écoute, en tout cas, le sentiment anti-américain, lui, il éclate sans retenue sur les réseaux sociaux et dans tous les médias dont on a évalué qu'il reprenait déjà Russia Today près de 2500 fois par jour, même avant la crise. Donc aujourd'hui, la Chine est inondée de propagande russe et les Chinois, pour beaucoup, ont la vision du monde de Poutine. Et ils nous prennent, nous, des Ukrainiens, pour des nazis. C'est à tel point que certains Chinois commencent à se dire que ça fait quand même beaucoup d'infos de direct from Russia. Donc il y a quand même des gens qui se rendent compte que c'est un peu étrange, peut-être, et qu'il faut peut-être pas tout avaler tout cru, mais comment tu fais quand tout est verrouillé, quand t'as pas de point de comparaison, tu vois ? Et parce que tout est bon pour contrôler l'information. Une rumeur aurait circulé selon laquelle le signal aurait été hacké. Bon, c'est pas vrai. Mais peut-être que c'est tout simplement une manière de pousser plus de gens sur Telegram. Parce que Telegram est fondamentalement différent de Signal. Tout est stocké sur des serveurs centraux, et par défaut, rien n'est chiffré de bout en bout. Et son PDG est de nationalité russe, au passage. Donc, si on voulait, Telegram serait un outil très efficace et plus simple à compromettre. Alors, même s'il est parti de Russie. Il est parti de Russie, il avait des problèmes. Mais est-ce qu'il n'a pas de la famille encore, sur laquelle on peut appuyer ? Ça, je sais pas. Bon, je dis n'importe quoi, mais ok, en tous les cas, tu vois, il y a tous les moyens sont bons. Et chez Yandex, par exemple, en Russie, chez Yandex, on est assez mal. Yandex, c'est une sorte de Google russe. Et il doit filtrer tout ce qui concerne la guerre, évidemment. La moitié des parts de marché de la recherche en Russie, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, ils font aussi d'autres trucs. Comme Google, en fait, ils font aussi d'autres prestations en ligne, du cloud, ce que vous voulez. Bon, il doit, évidemment, il doit avertir quand il peut y avoir de fausses informations. Alors, selon le point de vue du gouvernement, il est obligé d'obéir au gouvernement, ce qui ne convient pas forcément aux employés d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui se sont exprimés clairement contre la guerre, dont au moins 2 cadres, et le PDG d'Yandex, il botte en touche, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Sa priorité, c'est de préserver la sécurité de ses employés, d'éviter qu'ils se retrouvent en tôle pour 15 ans, et donc de faire ce qu'on lui dit en gros. Donc de faire parvenir des images, des infos sur ce qui se passe vraiment sur le terrain, c'est très compliqué. Mais c'est un enjeu majeur de cette guerre en fait. Et d'ailleurs, là aussi, tous les moyens sont bons. Par exemple, Google Maps, il est détourné comme canal de communication. Des évaluations 5 étoiles de resto, par exemple, qui contiennent des news, des photos locales, qui sont en fait des vidéos ou des photos de soldats blessés. Ça paraît idiot, mais ça peut marcher. Certains ont découvert que leur frère était là-bas, qu'ils y avaient été blessés. Et un autre truc que j'aurais jamais cru revoir, la radio par ondes courtes. C'est alors le site de la BBC est coupé en Russie, donc comme plein d'autres. Et donc la chaîne d'information, elle a décidé de reprendre ses émissions radio par ondes courtes, comme en 40. Comme en 40 au sens propre, c'est ça qui est fou, puisque depuis au moins de 30 ans, presque toutes les radios sont FM. Alors FM, c'est des fréquences de l'ordre de 90 à 100 MHz. Donc on a choisi, ça peut transporter du son de bonne qualité, en fait, tout simplement de la qualité stéréo et tout, c'est super pour la musique, mais ça apporte pas très très loin. Alors que les ondes courtes sont des fréquences qui sont beaucoup plus basses, donc autour des 10 MHz, alors c'était 15 et 5 MHz en l'occurrence pour les émissions de la BBC, et donc elles portent plus loin, mais surtout elles ont la bonne fréquence pour être réfléchies par la ionosphère. Donc elles sont réfléchies par l'atmosphère en fait. Donc en gros quand tu les envoies, elles peuvent être réfléchies par l'atmosphère, donc tu peux les emmener encore plus loin, tu peux porter extrêmement loin. Alors la qualité est faible, mais évidemment c'est pas possible à censurer, forcément, et il suffit d'avoir un récepteur, ou d'en fabriquer un, et c'est de la low-tech, en fait c'est pas très très dur à faire. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi pendant la guerre froide, et même pendant le coup d'État contre Gorbatchev, la BBC a permis d'avoir des infos du bloc Ouest dans les pays de l'Est. Et on y est, c'est aujourd'hui, nous y revoilà. Voilà. Donc, on peut avoir l'espoir
on peut tirer une lueur d'espoir, hein, de voir que la vérité soit résiliente, tu vois, comme ça, ou bien être totalement en PLS, hein, qu'on en soit réduit à ces types de moyens et de bidouilles, je sais pas, je vous laisse choisir. En tout cas, la désinformation, c'est bien un sujet qu'on a vu passer à tort et à travers dans le cadre, évidemment, des crises sanitaires. Bon, de toute façon, il était là bien avant, mais je pense qu'il a pris une dimension supplémentaire dans le cadre de la crise du Covid. Et jusque-là, quand il y avait des cas de désinformation, notamment des choses grossières telles que QAnon, etc., on avait déjà des personnes qui y croyaient, je pense très sincèrement, et je pense que c'est des personnes qui étaient très convaincues de faire partie d'un vaste réseau de connaissances à part. On peut tout à fait imaginer qu'ils étaient de très bonne foi, l'immense majorité des gens qui pensaient ce type de théorie. Mais là, on se retrouve dans des environnements où il y a des croyances politiques vis-à-vis de certains pays, dans des situations assez éloignées. Tout ça étant bercé avec une propagande qui n'est pas arrivée du jour au lendemain, qui s'est installée au fil des années. Finalement, il est tout à fait légitime de s'imaginer qu'il y en a beaucoup qui croient effectivement très sincèrement ce qu'il aurait raconté, ce qu'il aurait propagé. L'espoir réside probablement effectivement dans ces sources d'informations alternatives et dans la confrontation des informations qui sont données au peuple russe avec ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. D'où encore une fois le fait de probablement pas trop leur couper de tuyaux non plus. Et justement, quand l'information est aussi centrale, arrive un autre sujet, c'est celui du piratage, du hacking. Alors ça, c'est dingue, Guillaume, parce que pendant toutes ces dernières années, quand on parlait des guerres comme étant d'ailleurs quelque chose d'assez théorique, on se disait bien que peut-être un jour on pourrait voir des choses de ce type-là arriver, mais ça restait quand même très théorique et traité dans des reportages assez distants de l'actualité. On nous parlait quand même du fait qu'il y aurait forcément une composante de cyberguerre particulièrement conséquente. Alors je pense que c'est en partie vrai dans les faits, c'est pas non plus d'une ampleur telle que ce qu'on avait pu mesurer dans les reportages qui nous étaient diffusés sur Arte ou d'autres chaînes. Guillaume, où est-ce qu'on peut mettre le curseur en matière de hacking dans cette actualité ? Bah écoute, il y en a hein, clairement, puisque voilà, par exemple, la Pravda ukrainienne, l'Ukrainska Pravda, aurait obtenu les identités de 120 000 militaires servant dans l'opération spéciale, donc la liste est en libre consultation, donc c'est le résultat d'un hack. Si des Russes veulent savoir d'ailleurs où sont leurs frères, fils, cousins, bah, c'est techniquement possible, même si c'est compliqué. Par contre, les Ukrainiens, eux, peuvent contacter directement les familles, d'ailleurs, hein, qui le plus souvent n'ont aucune information. C'est un levier significatif sur le moral des troupes, d'ailleurs, hein, même si ça va pas forcément changer le cours de l'histoire en soi. Enfin, en tout cas, pas tout seul. Donc, des fuites, il y en a aussi eu chez Roscosmos et chez Conti. Alors, la semaine dernière, on parlait des pirates du groupe de ransomware Conti, qui menaçaient les Occidentaux en planifiant qui planifieraient des cyberattaques en Russie. Bon, il semble qu'il se soit pris un beau retour de flamme dans la tête, hein, puisque depuis une semaine, il y a des wagons d'informations et des messages internes au groupe qui s'arrêtent plus de sortir sur le gang, qui en est réduit d'ailleurs à détruire sa propre infrastructure. Alors, tout ça, ça passe par un compte Twitter qui s'appelle Contilix et qui serait géré par un chercheur en sécurité ukrainien, voilà, qui aurait réussi à infiltrer le gang. Comme quoi, c'est assez fort. Et bon, au passage, voilà, il y a des fuites de données qui donnent aussi des aperçus. Enfin, il y a un autre truc sur Conti qui est rigolo, c'est dans la fuite, on a aussi vu combien ils avaient gagné d'argent. Et ça montre à quel point on a une vision partielle de ces gangs. Tu vois, on avait dans l'idée que Conti avait extorqué une somme autour de 180 millions en 2021. C'était déjà énorme, hein, quand même. Hein. Mais maintenant qu'on a les adresses de leur wallet, et on connaît le vrai chiffre de leurs bénéfices depuis 2017, et c'est 2,8 milliards de dollars. Enfin, depuis 2017, le Bitcoin, enfin, tu vois, les cryptos ont varié, mais bon, c'est quand même un chiffre qui est vraiment plus important, d'au moins 10 fois, donc c'est bon, ça laisse songeur. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, passons. D'ailleurs, on a aussi vu qu'ils avaient piraté des journalistes aussi, de chez Bellingcat. Bon, c'est pirater des journalistes. Voilà. On imagine mal que ce soit autre chose qu'une commande d'un client, un client que je vous laisse imaginer. Mais bon, passons. Il y a aussi eu des risques, donc des attaques de denial of service, de DDoS, hein, sur tous les noms de domaines en RU. Il y a eu des defacements, voilà, à des endroits parfois insolites. Puisque le yacht de Poutine, le nom c'était FCKPTN pendant quelques temps sur les radars de suivi maritime. C'était plutôt rigolo. Donc l'IT Army ukrainienne ne chôme pas, et avec des actions qui sont très visibles. Mais d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de cyberattaque d'ampleur stratégique, on va dire. Et tant mieux, en fait. Hein, parce que voilà. Après, on peut aussi se dire que des infrastructures
télécommunications, des infrastructures tout court, qui marchent, ça sert aux deux camps quand même. Hein. Donc finalement, c'est pas forcément idiot de les laisser encore en route. Et donc tous les spécialistes se réjouissent pas quand même de cette flambée, loin de là, parce que ce activisme, il inquiète aussi quelques-uns qui redoutent une cyberescalade, qui pourrait aboutir à des conséquences suffisamment graves pour provoquer un casus belli. C'est pas forcément le plus probable, parce qu'il est souvent difficile de dire avec certitude qui est derrière une attaque. Cela dit, et peut-être plus probable, il y a le risque qu'il y ait une opération de hacking qui en expose une autre. Par exemple, il y a un système vulnérable dans lequel des agences de renseignement ont implanté discrètement des mouchards pour espionner comme ça, tranquille, en silence. Et si ce système se fait attaquer de manière voyante, tu vois, par les Anonymous, ou un truc, c'est un site qui se fait défacer, il y a toutes les chances qu'évidemment, ce site soit mis à jour, et là, adieu le mouchard. Et c'est Jake Williams, qui est un ancien de la NSA, qui a ça en tête, et qui dit que le activisme est par nature très voyant. Alors, c'est pas qu'il est forcément inutile ni rien, mais il est quand même forcément par nature voyant, alors que les opérations de renseignement sont, elles, par nature, toujours très silencieuses. Alors, il comprend tout à fait que la IT Army... Et cette attitude, c'est forcément... Il est juste pas sûr qu'il y ait un bénéfice net, en fait. C'est très difficile à évaluer. Tu voulais peut-être reparler un petit peu de Starlink. Sur le papier, ça paraît vraiment une très bonne idée, et ça en est probablement en partie une très bonne, de donner accès à Internet de manière indépendante aux personnes en Ukraine. Pour autant, il y a peut-être des effets de bord qu'on n'avait pas forcément envisagés, Guillaume. Alors c'est parce que c'est Elon Musk qui met en garde effectivement contre un truc auquel on pense pas forcément, c'est que les missiles pourraient, les satellites pourraient servir de point de repère pour les missiles, en fait, tout simplement, parce que sur Twitter, il dit qu'utiliser ce terme Starlink, c'est facile à repérer, et que ça peut faire de vous une belle cible. Parce que dans certaines parties du pays, c'est la seule infrastructure non russe, et ils ont même été mis à jour d'ailleurs pour consommer moins d'énergie et être alimentés sur un allume-cigare, donc pour vraiment être utilisés partout. Et justement, ils envoient quand même des signaux radio, et ces signaux radio, ils ont une possibilité d'être repérés et ciblés par une frappe aérienne. Et il dit donc de l'utiliser avec parcimonie. Déjà, il dit de recouvrir les trucs Starlink avec du camouflage, pour qu'ils se repèrent pas trop du ciel, ni autrement, et de l'utiliser que quand c'est vraiment nécessaire, en fait, parce que il a peur que les signaux se fassent repérer, ce qui est évidemment assez simple. Alors c'est vrai qu'il y a un truc satellite, puisqu'on parle de satellite, il y a aussi le satellite de chez Viasat. T'en as vu passer le truc, là, je sais pas si t'as vu c'est le jour de l'invasion de l'Ukraine, il y a une chute de connectivité chez Viasat. Donc on a parlé du piratage qui aurait mis hors service un satellite de la flotte. Et donc ça a mis à mal la connexion d'une dizaine de milliers de clients un peu partout en Europe, y compris en France. Bon, apparemment, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Il y a eu plus après des démentis. Alors, pour l'instant, d'après Der Spiegel, on aurait plutôt affaire à une mise à jour malveillante qui ciblait les modems des usagers, et pas les satellites. Néanmoins, c'est une attaque qui aurait ciblé l'Europe de l'Est, et donc il pourrait très bien quand même avoir un lien avec la guerre en Ukraine. D'ailleurs, il y a un parc de 3000 éoliennes allemandes qui serait aussi coupé du réseau, comme dommage collatéral, tout simplement. Bon, on n'a pas plus d'infos pour les auteurs, sur les auteurs présumés de cette attaque, qui est quand même très sophistiqué et qui montre que, qui montre ce qui est possible de faire avec des moyens. Tu vois, par exemple, ça c'est une attaque exactement comme on imaginait, et qui permet de couper carrément la connectivité à beaucoup de gens. Donc, ça incite à la plus grande prudence. Ça veut dire vraiment que, il y a quand même un volet cyber. Clairement, l'Occident se prépare. Je pense qu'à peu près tout le monde là dans la cybersécurité est sur le pied de guerre. Et bon, du coup, ça sera pas un piratage de satellite. Et par ailleurs, Dmitry Rogojin, le chef de Roscosmos, dit que ça justifierait une entrée en guerre si c'était un piratage de satellite. Bon, en l'occurrence, c'était un de nos satellites. Mais il s'avère que les Anonymous ont pénétré un système de contrôle de satellites d'imagerie, en fait. Et il s'est un peu énervé, c'est pour ça qu'il a sorti ce truc-là. Cela dit, si on arrive vraiment à prendre le contrôle d'un satellite, c'est vrai que les possibilités tactiques s'ouvrent, parce que tu peux le rendre aveugle, si c'est un satellite de reconnaissance. Tu peux truquer les images qu'il prend, c'est pas être rigolo, ou tu peux même probablement le désorbiter aussi, s'il a des petits boosters pour se maintenir. Et il suffit de dérégler tout ça, et tu peux probablement les désaligner, les désorbiter. Bon, voilà, t'as le choix. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là, les satellites sont bien utiles de Starlink, en tout cas. Et puisqu'au moins, ils témoignent de ce qui se passe en maintenant une certaine connectivité.
Ouais, puis on imagine en plus que toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition dans ce domaine-là sont évidemment qu'une partie de ce qui se passe. Il y a probablement aussi des choses qu'on connaîtra de manière rétrospective. Il est évident que, compte tenu du contexte, on ne sait pas tout ce qui se passe et qu'il y aura des documentations a posteriori qui seront faites, qui seront aussi effrayantes que passionnantes d'ailleurs. Au passage, justement, tu es en train de mentionner ce qui peut se passer autour des satellites, de les faire changer d'orbite. Est-ce que le conflit pourrait aller vers définitivement une strate vers peut-être l'espace, Guillaume, une strate supplémentaire? Oui, mais c'est déjà le cas. Mais en fait, c'est plutôt par les perturbations, si tu veux, que ça occasionne, qui sont quand même vraiment importantes. Comme prévu, c'est la pagaille dans tous les programmes spatiaux. OneWeb, par exemple, qui en fait directement les frais, puisque ces satellites sont littéralement retenus en otage à Baïkonour, puisque le fameux Dimitri Rogojin, là, le chef de Roscosmos, il demande non seulement l'assurance que les satellites ne seront pas utilisés par les militaires, mais il demande aussi que l'État anglais revende ses parts dans la compagnie. C'est pas évident, c'est quand même 400 millions de livres dont on parle, et de toute façon ça a été rejeté. Donc du coup, les projets de OneWeb sont au point mort, de fait. Donc ça doit être difficile. Franchement, être PDG de OneWeb, c'est pas facile. Parce qu'ils ont eu un financement très compliqué, ils sont passés très 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 au bord de la faillite en 2020, et là il y a 36 satellites qui vont rester chez les Russes, qui d'ailleurs pourront les étudier à loisir du coup, parce que c'est toujours intéressant. Pourront-ils survivre avec leurs 428 satellites déjà lancés, puisque c'est à peu près les 2/3 de ce qu'ils avaient prévu? Je sais pas. En tous les cas, il n'est pas le seul à devoir s'adapter, puisque voilà, les Russes ont annoncé qu'ils vendraient plus de moteurs fusées aux États-Unis. Et les moteurs fusées russes, ils étaient utilisés quand même par la United Launch Alliance et par Northrop Grumman. Alors Northrop Grumman, peut-être vous connaissez. Alors l'United Launch Alliance, par contre, c'est quand même un gros acteur. ULA d'ailleurs. Lula, oui, exactement. Lula. Voilà, comme au temps du 36-15. Voilà. Exactement. Donc excuse-moi, c'était pour le beau mot, je suis désolé. Je sais, mais non, mais c'est vrai. Ah, mais j'aurais dû la faire moi-même, ça. Et donc, Lula, c'est un partenaire qui est quand même super important de la NASA et des militaires. Et bon, depuis l'annexion de la Crimée, alors ils utilisent des moteurs RD 180 pour les Atlas V, et donc depuis l'annexion de la Crimée, ces moteurs sont déjà un peu controversés. Donc ça les a poussés à choisir Blue Origin pour développer le successeur, quoi. Donc Blue Origin veut développer un nouveau moteur complètement made in America pour la fusée Vulcan. Donc c'est des moteurs qui sont presque prêts, si on en croit Space Bezos. Donc de ce côté-là, l'impact devrait être plutôt faible, si tout va bien, d'autant qu'ils auront encore des stocks. Par contre, pour Northrop Grumman, c'est une autre histoire, puisqu'eux, ils avaient encore 12 livraisons de moteurs en attente, prévues, pour leur propre fusée, et fusée qui sert quand même à envoyer du ravitaillement sur l'ISS. Donc il semble que le partenariat NASA-SpaceX ne puisse que se renforcer. Bon, c'est triste, c'est triste pour eux comme pour nous. Le secteur aérospatial est en train de s'étouffer tout seul, le secteur aérospatial russe, je veux dire, est en train de s'étouffer tout seul, ce qui est jamais une bonne nouvelle, quoi. Ouais, encore une victime directe de ce conflit, ça c'est une certitude. Ça fait un petit peu office de conclusion de notre couverture des conflits de la guerre qui a lieu en Ukraine. Et comme toute bonne conclusion, ça sert aussi d'ouverture, vous le savez depuis le collège maintenant, et ça va nous permettre de ouvrir une autre rubrique autour de plusieurs entreprises qui ont des situations qui vont nous permettre justement d'illustrer un petit peu leur situation dans le monde de la tech, avec à commencer par donc justement on parle de l'espace de la NASA, parce qu'on a quelques petites informations sur le budget de la NASA. C'était assez dingue, l'autre jour j'écoutais des documentaires qui montraient à quel point le budget de la NASA était bien moins important que ce que je ne m'imaginais, et en particulier bien moins important que certaines entreprises privées, notamment Blue Origin ou SpaceX. Alors justement Guillaume, on parle du budget de la NASA. Ouais, je sais pas, c'est pas complètement clair ce que tu racontes. Mais bon, enfin, en tout cas, pour ce qui est des lanceurs, après je pense que j'ai peur, mais pour ce qui est des lanceurs, c'est pas complètement clair. La NASA, c'est vrai que c'est toujours un peu emblématique de budget quand même assez gros, parce que c'est des projets quand même super ambitieux, donc on se doute qu'ils ont des gros budgets. Et d'ailleurs, la NASA a un grand projet depuis 2009, qui est le programme Orion. Donc c'est un lanceur lourd destiné à l'espace profond, c'est-à-dire la Lune et au-delà, quoi. Et c'est là-dessus que le programme Artemis doit s'appuyer, et on se doute que ça doit pas être donné, mais combien ça coûte exactement? Combien coûterait un lancement d'Artemis? Pour la fusée, le véhicule spatial, le système au sol, voilà, l'ensemble, quoi, le pack complet, c'est 4,1 milliards de dollars. Le lancement. Alors, je sais pas si vous trouvez que c'est beaucoup. En fait, c'est pas beaucoup. C'est énorme, c'est colossal, c'est monstrueux, c'est délirant, c'est terrifiant, c'est épouvantable, mais c'est pas beaucoup. Une seule fusée SLS, donc pour Space Launch System, coûte 2,2 milliards à construire.
Le vaisseau Orion coûte 1 milliard. Et ça, c'est sans compter les dizaines de milliards qui ont déjà été dépensés dans le développement du vaisseau Orion depuis 2005 et du SLS depuis 2011. Pourtant, la NASA, elle était partie large, puisqu'elle tablait sur 1,5 milliard par lancement. C'est déjà confortable, mais c'est même pas la moitié du prix final. Entre 2012 et 2025, la NASA va griller 93 milliards sur Artemis. C'est beaucoup. Ok, donc c'est pas du tout ce que j'avais en tête en matière de budget, justement. Ça, c'est complètement l'inverse. C'est sur 13 ans, mais enfin quand même. Et voilà, c'est beaucoup plus que prévu. Donc Paul Martin, qui est l'auditeur qui a fait un audit, qui est arrivé donc à ces chiffres, il a dû avoir de petits cocktails, tu as besoin d'un petit combo whisky lisancier à mon avis, parce que ça va être compliqué. Alors oui, je sais, je vois venir, on parle, mais bon, on n'a pas de point de comparaison, c'est vrai, vous avez complètement raison. Je peux le faire, on n'a pas de point de comparaison, enfin, C'est vrai. Donc comparons, mais oui, Orion, ça a 17 ans, et le vaisseau n'a volé qu'une fois, c'était l'Exploration Test 1 en 2020. Donc en 2020, le programme Orion, basé sur 2020, avait déjà grillé 23,7 milliards, et il a produit les plans du vaisseau Orion, l'ensemble fusée et véhicules de test que donc j'évoquais, et aussi une autre capsule pour un prochain test, et puis c'est tout. Comparons, en 2020, à la louche mouillée, SpaceX avait dépensé dans les 20 milliards de dollars depuis sa création. Soit, pour faire simple, à peu près pareil, on va dire, c'est comparable. Et pour ce prix-là, SpaceX a livré les plans des Falcon 1, des Falcon 9 et du Falcon Heavy, les capsules Crew Dragon, les Cargo Dragon 1 et 2, les moteurs Merlin, Kestrel et Raptor, la construction de 5 pas de tir, 105 mises en orbite réussies, 20 missions de ravitaillement pour l'ISS, le système de fusée réutilisable avec sa barge d'accueil qui se balade là, et tout le bordel, le programme Starlink avec déjà plus de 900 satellites à l'époque, le programme Starship qui était déjà bien avancé. Alors ok, je suis pas un pro, peut-être que tout n'est pas comparable, mais enfin quand même, c'est quand même difficile de ne pas percevoir comme une grosse différence d'efficacité entre les deux. Alors pourquoi c'est si cher Artemis et Orion et tout ça? La faute en reviendrait aux sous-traitants et Boeing en tête. Ils sont pas ni très bons et ils sont surtout très très lents. C'est le mec qui fait l'audit qui le dit. Et là, c'est probablement parce qu'ils peuvent, puisque la NASA est obligée par le Congrès d'avoir recours à des contrats dits cost plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas de prix fixe, ces contrats. La NASA s'engage à couvrir tous les frais des boîtes, plus une commission. Donc, de là à dire que du coup, ils sont pas pressés, après, voilà, pour que le prix soit multiplié par 8 depuis le début du projet, je sais pas si c'est juste de la flemme ou si c'est autre chose. Enfin bon, en tous les cas, Boeing assure qu'ils sont plus efficaces qu'à l'époque d'Apollo. Et youpi, on est quand même ravis de savoir qu'ils sont un petit peu plus efficaces qu'à 60 ans. C'est quand même rassurant. Enfin bon, en dollars constants, ils estiment que le SLS coûtera un quart de Saturn V. En attendant, la date d'alunissage de la première mission Artemis a glissé de 2025 maintenant, et peut-être à 2026 au mieux. La question qu'on se pose inévitablement, c'est la pertinence en 2022 d'un acteur qui se vante d'offrir un quart du coût de Saturn V, quand en face t'as SpaceX avec Elon Musk qui affirme que Starship coûtera moins de 10 millions au lancement. Alors je sais, c'est Elon Musk, exagérément optimiste, pathologique. Au niveau des tarifs, ok. Oui. Mais supposons que ça coûtera 10 fois plus cher que ce qu'il dit. C'est quand même 25 fois mieux que le prix d'un SLS toute seule, ils sont pas de tir. Donc on a une petite marge. Alors, c'est très politique, faire du cost plus, ça assure une rente au secteur spatial qui est en bout de chaîne, et en bout de chaîne, ça crée des emplois pérennes. C'est tout un secteur économique, en fait. En comparaison, SpaceX et Blue Origin, c'est vrai que c'est pas des boîtes où l'équilibre travail-vie personnelle semble être un enjeu majeur, ça c'est sûr. Alors, sur la durée et avec une sécurité, c'est comme ça que le projet a été construit par le Congrès. Ça a ses avantages aussi, c'est vrai. Après, peut-être qu'un équilibre pourrait être souhaitable, parce que là, ça explose tellement que si ça continue, la NASA risque de se prendre un mur, parce que les coûts actuels ne semblent pas soutenables. Là encore, c'est l'auditeur qui le dit. D'ailleurs, avec la crise actuelle, les priorités économiques seront peut-être remises à plat, je sais pas. Enfin, en tout cas, on n'est pas retourné sur la Lune. Alors justement, c'est intéressant parce que tu mentionnes le côté mastodonte de Boeing qui est difficile à faire évoluer dans un monde où, au contraire, il y a des acteurs qui vont très 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 vite. A priori, ce serait une des raisons qui amène Ford à se dédoubler, à se créer une deuxième tête. Guillaume, en matière de stratégie, en tout cas, ils veulent différencier la production de véhicules sur le bon vieux pétrole versus des véhicules qui fonctionnent à l'électrique. Oui, écoute, on peut faire un combo Ford Sony, puisque double news voiture, un petit peu, tu vois. Et oui, Ford décide de créer deux entités séparées. Donc il y a la division Ford Model E pour les voitures électriques, et Ford Blue pour les autres, tout simplement.
Donc ce sont 2 divisions, mais une seule boîte. C'est pas vraiment 2 boîtes séparées, c'est 2 divisions dans la boîte. Donc c'est pas une séparation aussi violente que ça quand même. Ils pourront continuer d'avoir des synergies, évidemment. Mais dans les faits, les business, déjà, se parlent pas des masses, et puis Ford est bicéphale depuis un petit moment. Alors, la cible, bien sûr, c'est Tesla, avec Ford E, donc, pour contrer Tesla directement. Donc, il crée une marque spécialisée qui va être en concurrence frontale. Pour le moment, au passage, ironie du sort, il semblerait que Tesla avait souhaité appeler la Model 3 le modèle E, ce qui aurait fait sexy, S-E-X-Y. Oui, et évidemment, ils ont remplacé par un 3 parce que c'est Ford qui a le E. Excusez-moi pour cette parenthèse de marque. Tu veux dire qu'ils ont acheté le E, ils ont mis un copyright sur le E. Ils ont acheté le E d'un point de vue de côté Ford et ils ont déposé la marque dans le domaine de l'automobile. Et donc Tesla n'a pas pu l'exploiter. Excellent. Donc voilà, enfin, tous les cas, c'est marrant parce que ça va être un peu bizarre pour les employés de Ford, surtout de Ford Blue, en fait, puisque Ford Blue, donc c'est les voitures pas électriques, c'est eux qui sont rentables pour le moment. Ce qui est bizarre au passage, parce que Blue, c'est dans l'automobile quand même la manifestation de l'électrique. Dès que t'as des véhicules électriques, ils ont leur petit sigle en bleu. Ouais, donc c'est un peu paradoxal. Ils font Ford E, ils pouvaient pas faire de Ford marron, tu vois, ou Ford caca, c'était un petit peu... Non, il faut quand même Ford vert, enfin, positif. Un peu de greenwashing, que diable. Donc ils voulaient rester positifs avec Ford Blue, donc voilà. Bon, en tout cas, Ford Blue, c'est celui qui est rentable, celui qui vend des bagnoles pour l'instant, voilà. C'est eux qui font des profits, et les profits qu'ils génèrent, en fait, ils vont aller complètement vers Ford E, qui pour l'instant brûle du cash à une vitesse effrayante. Et en fait, Ford E, ça se destine à les remplacer tous à court terme, enfin non, pas à court terme, à long terme au contraire. Donc c'est terrible de voir les employés de Ford Blue qui travaillent à faire des bagnoles pour financer le Ford E qui va tous pas les mettre au chômage parce qu'ils vont probablement être replacés, mais enfin c'est assez marrant à voir. Bon, à tous les cas, ouais, il y a des changements. Alors, c'est vrai que Ford, lui, il se dissocie. Et de son côté, Sony, par contre, lui, il a précisé ses ambitions pour les voitures qu'il avait dévoilées au dernier CES, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc, il va faire des voitures avec Honda. Donc, il y a un mariage. Voilà, eux se réunissent pour créer une nouvelle compagnie, dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs, qui devrait vendre des véhicules électriques dès 2025. Voilà, donc, ce serait des voitures Honda avec des capteurs électroniques Sony embarqués. J'imagine, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, puisque quand même les expertises sont quand même assez parallèles, quoi. Donc, tout ça pour dire... Voilà, tout ça pour, je cite, remplir le monde d'émotions à travers le pouvoir de la créativité et de la technologie. Voilà, c'est Sony qui le dit. Sony, dont le talent à produire des phases marketing complètement creuses, me ravira toujours. C'est extraordinaire, je sais pas. C'est peut-être généré automatiquement par une IA, je sais pas. Tu vois, donc je sais pas comment ça voilà, je sais pas si t'es excité par une prochaine voiture Honda Sony, une Sonda, une ONI. Alors, bon, elle sera estampillée Honda et bon, je sais pas, Honda n'a jamais été une marque de voiture qui m'a complètement excité. Mais je me demande s'il y avait pas des films qu'on avait pu voir, mais il y a de ça longtemps, d'anticipation, dans lesquels Sony avait justement une place de constructeur automobile répandue. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble qu'il y avait des films comme ça où il y avait ce type de marque. Ça me dit rien, mais c'est tout à fait possible. Bon. Si vous en avez connaissance, vous qui êtes des experts dans le domaine du cinéma, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sur techcafé.fr. Rubrique jeux vidéo pour terminer cet épisode de Tech Café, à commencer par un hack de Nvidia qui donne plein d'infos hyper intéressantes, Guillaume. Nvidia s'est fait pirater, les pauvres, par le groupe de ransomware Lapsus, donc c'est un nouveau venu un petit peu d'ailleurs dans le game. Ils avaient déjà hacké Impresa, qui est un groupe de médias au Portugal, et ils ont leaké 190 gigas de données qui appartenaient à Samsung. Et donc, ils auraient volé 1 teraoctet de données à Nvidia, qui portent sur à peu près tous leurs produits, y compris d'ailleurs les prochaines RTX 4000. Et donc, en guise de rançon, Lapsus fait original, puisqu'il demande à Nvidia de rendre ses drivers open source. Donc ça, c'est pas banal. Alors, ça sonne comme un coup d'état activiste, voilà, pour le logiciel libre, mais enfin, il ne faut pas trop s'y fier, parce que Lapsus avait commencé par demander à Nvidia de débrider les cartes du LHR. Le LHR, c'est le Low Hash Rate. Ça handicape les RTX pour le minage Ethereum. Donc, pour les rendre moins attractifs pour les mineurs, et donc attractifs uniquement. Enfin, donc, voilà, pour les rendre aux joueurs, tout simplement. Donc, Lapsus prétextait que ça aiderait la communauté des mineurs et des joueurs, car je cite, on sait tous les deux que ça impacte le mining et le gaming. Alors non, c'est faux. Les tests il y a plein de tests qui ont été menés, ils sont d'ailleurs très faciles à trouver, puis il y en a plein sur YouTube. Le LHR n'a pas d'impact sur les performances en jeu. Conscient peut-être de ce mensonge, et qui montre qu'on a affaire à des gens dont le but principal est quand même de pouvoir faire du fric en minant tranquille, ils ont modifié leur requête pour passer au driver open source, pour le bien de tout le monde, voilà, bien sûr. Bon, en attendant, suite à ce hack, évidemment, on a des infos leakées. Bon, alors attention, on est dans
dans de la rumeur, hein, pas dans l'info vérifiée quand même. Hein. Mais bon, a priori, le code source du DLSS, donc l'upscaling intelligent d'NVIDIA aurait fuité. Bon, il s'agit principalement d'un algo de deep learning, hein, donc donc le modèle, en fait, on s'en fout un peu, mais il y a quand même la structure fine de ce modèle, la manière dont il est construit, la manière précise dont tout l'ensemble fonctionne, qui pourrait intéresser les concurrents, hein, puisque tout le monde, évidemment, fait du upscaling intelligent maintenant. Il y a Intel comme AMD, donc on trouve aussi dans les leaks des traces d'un nouveau nom de code qui s'appelle Blackwell. Semblerait que ce soit les prochaines générations de NVIDIA Tesla. En fait, NVIDIA pourrait différencier les architectures graphiques des RTX, celles qui font donc du graphique, et celles des Tesla qui sont orientées calcul scientifique. Donc ils pourraient faire des trucs plus différents, disons, voilà, qui en fonction des... Alors c'est ce que fait déjà AMD d'ailleurs, au passage, vous savez peut-être que AMD différencie les RDNA pour les cartes graphiques et les CDNA pour les Radio Instinct, c'est-à-dire celles qui se destinent au calcul scientifique dans les serveurs. Donc, chacune des familles pourra avoir des différences plus marquées, voilà, selon les besoins respectifs. À la clé, plus de performance dans leur domaine respectif, évidemment, moins de possibilités de passer d'un truc à un autre. Voilà, on imagine, effectivement, quant aux prochaines RTX 4000, elles auraient pour nom de code Ada Lovelace, le flagship, ce sera le AD102, donc ce sera une hypothétique, soit 4080 Ti, soit 4090, atypiquement. Donc, ce serait 18 432 cœurs CUDA, soit 71% de plus que l'actuel haut de gamme. Pour les autres gammes, on tourne entre 25 et 40% de cœurs en plus. Alors, sans connaître les fréquences, c'est difficile à dire voilà, à quel point ça sera plus puissant, mais l'objectif, ça semble être clairement un doublement des perfs. Hein. Et la puce s'annonce assez monstrueuse, parce que la finesse de gravure sera meilleure, mais elle compensera pas tout. Donc ça serait cohérent avec un TDP qui pourrait être, je sais pas, autour des 600 watts pour une 4080 ou 4080 Ti. C'est presque effrayant à ce niveau-là, hein, donc je sais pas, à voir. Et bon, pour finir en beauté, il y a des références à NVN2 dans les leaks. Alors NVN, c'est l'API graphique de la Switch. Bon, honnêtement, je connais pas, hein, mais je sais pas si c'est proche de NVAPI, d'ailleurs, qui est traditionnellement l'API bas niveau de NVIDIA. Mais bref, NVN2, c'est un candidat à être l'API d'une Switch 2. Et ce qui est intéressant, c'est que NVN2 s'adresse à des cartes de classe Ampère. Donc on aurait potentiellement droit à du ray tracing et des Tensor Core. Ampère, c'est des RTX 3000. Donc il est possible que le SoC visé soit un dérivé d'Orin. Donc Orin, c'est le SoC chez NVIDIA qui succède à Xavier, qui lui-même succède à Parker, qui lui-même succède au X1 qu'on a dans la Switch. Donc on aurait un saut générationnel de 3 fois. On aurait 3 sauts générationnels avec potentiellement donc 12 cœurs CPU et 2048 cœurs CUDA de génération, donc RTX 3000, mais sans doute beaucoup moins que ça, parce que Nintendo peut demander tout type de customisation de la puce, et donc il est clairement pas évident qu'on ait un Orin ou un demi-Orin, on ne sait pas, mais clairement, il faut quand même que ça soit une console de jeu grand public, quoi. Donc les prix vont être plus bas. Cela dit, il serait très malvenu de cracher sur du DLSS pour économiser la puissance de calcul, donc c'est très probable qu'on passe sur une puce qui soit vraiment de classe Ampère avec du DLSS et potentiellement du ray tracing, même si bon, c'est pas forcément le plus important peut-être pour Nintendo. En tout cas, c'est probablement pas pour tout de suite, parce que Nintendo a dit que la Switch était encore à mi-vie, et pour l'instant, donc le Orin, c'est sur du 8 nanomètres de chez Samsung. Je pense que Nintendo va attendre que le prix soit plus accessible de ces chaînes-là, et puis surtout peut-être même qu'elles soient libres, parce que bon, tu sais qu'en ce moment, c'est un petit peu la panique. Alors justement, on parle de libre, d'accès libre dans le domaine des jeux vidéo, et tu continues toi à décortiquer ce que tu vas pouvoir faire et ne pas faire sur ton Steam Deck, Guillaume. Ouais, alors mon Steam Deck, en fait, pas vraiment, parce que si tu veux, le Steam Deck, tu le commandes maintenant, au mieux tu l'as dans 6 mois. Donc oui, ça me saoule. Ton futur Steam Deck dans quelques mois, même pas pour Noël. Ouais, voilà, si peut-être pour Noël, je sais pas, on me dit ça, des promesses, toujours des promesses. Bref, donc Bungie ne veut pas que vous jouiez à Destiny 2 sur Steam Deck. Vous pourriez même être banni si vous essayez. Alors pourquoi ? Alors ça n'a rien à voir avec le Steam Deck en fait, c'est à cause de Linux. Parce que sur des jeux en ligne comme Destiny ou Fortnite, ou qui vous voulez, ou Apex, comme vous voulez, la problématique de la triche, elle est très sérieuse. Et il y a des dispositifs anti-triche qui sont mis en place, qui sont très robustes. Et pour ça, ils s'intègrent parfois très profond dans le système. Jusqu'au noyau en fait du système. Sous Windows, par exemple, certains anti-cheats parlent directement au noyau du système d'exploitation parce que ce dernier ne peut pas être changé. C'est vraiment une boîte noire fixe. Alors le système de Valorant, par exemple, il est ce qu'on appelle en ring 0, c'est-à-dire qu'il est au même niveau que le noyau et il se charge en même temps que Windows lui-même. Donc ça va loin, ça va même très loin. Et alors sur Linux, c'est pas le cas. Parce que Linux, à la différence de Windows, ça permet de tout modifier. Et de tout modifier soi-même, puisque tout est en open source. Enfin,
Bon, techniquement, ça dépend de la distribution, mais en principe, presque tout, en particulier le noyau Linux, lui, clairement, il est open source, donc il est modifiable. Ce qui veut dire que si t'es vraiment, mais genre vraiment, motivé, tu peux te faire un noyau Linux customisé qui va tromper l'anti-triche. Les anti-triches sont disponibles sur Steam Deck, il y en a, mais d'une part, ils n'ont pas le niveau de privilège maximal, ils sont en userland, ils sont pas au niveau du noyau, mais donc ils n'ont pas le privilège maximal comme sous Windows, et en plus, le noyau est modifiable. Et Linux étant Linux, on n'est pas prêt de voir débarquer Destiny 2 sur Steam Deck si tu prends ce critère-là, quoi. Bon, perso, je m'en remettrai, mais bon, voilà. Puisqu'on parle du Steam Deck, concluons en confirmant que, bien que d'une part le Steam Deck 2 soit déjà en projet, ce qui est une bonne nouvelle en fait, je trouve plutôt, et donc qu'il se vend plutôt bien en fait, ils sont plutôt contents chez Valve. Ce qui est marrant, c'est que c'est la version la plus chère du Steam Deck qui se vend le mieux. Donc chez Valve, ils sont carrément surpris parce qu'ils pensaient vraiment que l'entrée qui est pas très enfin là, le ticket d'entrée c'est 450 je crois, c'est pas incroyablement cher, ils sont assez surpris, contents, mais du coup ça pourrait les encourager à vendre un Steam Deck plus cher pour faire un Steam Deck qui soit vraiment plus puissant et du coup faut la faire l'impasse sur les trucs, ce qui moi ça m'arrange pas plus que ça, mais bon voilà, en tous les cas le Steam Deck... Tu veux pas forcément la version mouse costaud toi? Non, pas forcément non plus. Je n'ai pas passé ma vie là-dessus. J'ai un PC plus gros, mais effectivement, il y a quand même un point qui est important, c'est que la différence de prix, elle est pas non plus catastrophique. Quoique, pardon, je dis des grosses bêtises. Voilà. Excuse-moi, j'étais en train de voir les prix et j'avais pas bien lu. 419 pour la version à 64 Go, 549 pour la version 256 et 679 pour la version 512. Si, pardon, il y a une grosse différence des prix. Excuse-moi. Surtout que le SSD, il croit pas non plus de manière incroyable. Mais bon, enfin, c'est toujours... Il n'y a pas que le SSD qui change, pardon. Je donne les repères en matière de stockage, mais il y a des différences, notamment un verre avec des traitements différents. Non. Bon, est-ce que ça justifie la différence? J'en sais rien. Non, mais bon, après, c'est vrai que quand tu joues sur PC, c'est vrai qu'elle est... Surtout comme c'est quand même une machine qui est destinée à recevoir des jeux récents, vraiment, parce qu'elle est très puissante, on l'a déjà dit. Forcément, il faut quand même pas mal de place. Donc, ouais, c'est sûr que ça se comprend que les gens préfèrent la 512 Go, quoi. Parfait. Écoute, on a fait le tour, je pense, des news jeux vidéo, des news de cet épisode qui était particulièrement conséquent une fois de plus. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre fidélité. Ce sera évidemment avec grand plaisir qu'on ira lire vos avis Apple Podcast ou vos avis sur les applications de podcast de manière générale. Si vous nous écoutez sur Spotify, n'oubliez pas d'ailleurs d'aller déposer vos 5 étoiles sur Tech Café. Ça fera très plaisir de voir les notes croître avec la note moyenne qui reste constante à 5 étoiles. Ça fera très très plaisir. Merci aussi beaucoup. Si jamais vous avez apprécié cet épisode, si jamais vous avez passé un bon moment, si vous trouvez que l'info, elle est précieuse pour vous dans votre quotidien, que ce soit à titre perso ou même, pourquoi pas, à titre pro, d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé. Je vous ai donné toutes les infos en intro. Et puis, je me dois quand même de vous rappeler que vous pouvez nous joindre à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Est-ce qu'on peut me retrouver sur Internet ? Je sais pas. Est-ce que je serai pas coupé d'Internet d'ici la semaine prochaine ? Je ne sais pas. Ah, c'est bien possible, mais je sais où on va te retrouver en tout cas. On va te retrouver fébrilement en train de créer des alertes sur le Bon Coin pour t'acheter un Steam Deck. Regarde les prix, genre le temps que tu sois sur le Bon Coin, mon pauvre. 1000 € le Steam Deck 512 Go. C'est pas cher enfin, Guillaume, c'est pas cher. Qui sait si tu la recevras en échange, je suis pas sûr. Je pourrais toujours prendre une Aya Neo, c'est moins puissant et c'est encore plus cher. C'est pas faux. Merci Guillaume en tout cas pour la préparation conséquente de cette émission. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch et sur guillaumevendée.fr. On peut également, je vous le rappelle, échanger ensemble sur Discord, le serveur Discord de Tech Café. Le lien dans les notes de l'émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode de Tech Café. En tout cas, dès la semaine prochaine pour l'épisode hebdomadaire de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.